Propositions, manifestes, recommandations. Alors, les grandes organisations représentantes du numérique et de la tech en France se sont mobilisées pour ces européennes 2024. Ça va être notre sujet. Aujourd'hui, on a un débrief spécial européenne 2024. On va parler de la politique numérique européenne. Au sens large et au sens beaucoup plus précis, on va s'intéresser aux questions de formation, d'emploi, de cybersécurité également. Enfin, vous les connaissez ces sujets, mais on va les approfondir ensemble tout de suite. Pour cette spéciale européenne, quelles sont les attentes, quelles sont les demandes de l'écosystème tech et numérique en France? On voit ça avec mes invités. Maya Noël, bonjour, bienvenue dans Smart Tech, directrice générale de France Digital. Bonjour. Avec vous autour de la table, Henri Dagrin, délégué général du SIGREF. Bonjour, bonjour Henri. Et Michel Combeau, délégué général de Numéum. Bonjour Michel. Bonjour. Alors vous avez tous proposé beaucoup de choses. Vous avez même mobilisé vos troupes autour de ces européennes 2024 pour sensibiliser le politique, les interpeller et même les écouter sur ces sujets du numérique et de la tech. Donc je voulais qu'on reprenne ensemble quelles étaient les principales recommandations venant de vous. On va peut-être commencer par la big picture. Quelle est cette politique numérique qu'on devrait mener en Europe? Alors en termes de réglementation, de coopération aussi entre les États membres. Michel, sur la partie Numéum, j'ai vu, ça m'a amusé parce qu'en matière de réglementation, la première chose que vous demandez, c'est bon, maintenant, il faut les appliquer, les textes. Exactement, c'est vrai qu'on a connu au cours des dernières années une forme d'inflation réglementaire très importante. Je pense que l'enjeu de la confiance dans le numérique, il est essentiel. Clairement, si on veut pouvoir arriver à réussir cette transition numérique essentielle aux entreprises et à la société, il faut que les gens aient confiance dans les produits. Pour autant, on le voit, l'Europe a développé énormément de réglementations compliquées, coûteuses aussi pour les PME. On le rappelle par exemple l'IA Act. On estime que pour une petite entreprise de 50 personnes, c'est quelques centaines de milliers d'euros de mise en conformité. L'enjeu, pourquoi, qu'est-ce qui va coûter de l'argent sur la mise en conformité du texte qui réglemente, en tout cas par le risque, l'intelligence artificielle? C'est exactement, c'est l'ensemble des procédures, c'est la mise à niveau en fait des procédures internes pour pouvoir en fait s'assurer que l'ensemble des produits autour de l'intelligence artificielle sont conformes au texte. Que l'on soit un producteur d'IA ou un utilisateur. Exactement, un utilisateur. Ça amène effectivement à faire une politique d'examen des risques. On ne conteste pas le besoin effectivement d'une transparence et d'une réglementation. Notre enjeu pour nous, en tout cas à Numéum, c'est de s'assurer derrière que l'Europe ait bien compris qu'au-delà de la réglementation, il faut pouvoir encourager et développer une vraie politique industrielle du numérique, par la recherche et développement, par soutenir les entreprises dans cette transition, sur l'ensemble des sujets comme la cybersécurité, la e-santé, et notamment aussi pour la formation des talents. On le rappelle, on a besoin de talents dans le domaine du numérique pour pouvoir assurer cette transition qui est vraiment essentielle à notre économie et à l'économie européenne. On va en parler de ça, de la formation et des talents, mais je voulais qu'on reste sur le cadre réglementaire. En gros, ce que vous nous dites, c'est ça va, on a ce qu'il faut là en termes de package réglementaire, donc maintenant il faut passer à la mise en œuvre, exactement. À l'application des textes. Il faut que chacun digère. On a par exemple aussi en matière de cybersécurité la directive NIS 2 qui va décupler en fait le nombre de sociétés qui sont soumises aux exigences de cybersécurité. Personne ne le conteste. Pour autant, il faut pouvoir amener chaque PME, chaque petite entreprise à grimper en fait sur cette échelle de la cybersécurité. Il faut pouvoir digérer en fait l'ensemble des réglementations. C'est pour nous la priorité avant de pouvoir encore re-réglementer à l'échelon européen. Vous êtes d'accord, Maya, Henri, avec cette idée que ça va, on a notre dose de réglementation là en Europe sur le numérique? Il y a une forme de lourdeur réglementaire pour nos entreprises et ça coûte effectivement de l'argent de pouvoir se mettre en conformité. Après, je pense quand même que les 5 dernières années au niveau de l'Europe ont été marquées par ce niveau de compréhension de ce que sont les enjeux numériques. Je trouve qu'un texte comme le DSA ou le DMA, notamment le DMA, prouve qu'on est plus si naïf par rapport à ce qui se passe sur le marché. Une situation monopolistique, en fait. Tout à fait. Et ça, quelque part, c'est quelque chose de positif. Mais ce qu'il faudrait faire, en fait, c'est de passer de ce rôle de puissance réglementaire, parce que c'est un peu le statut qu'a l'Europe aujourd'hui, je pense, dans le monde. L'IA Act, c'est assez précurseur d'une certaine manière, d'un point de vue réglementaire. Maintenant, il faut qu'on passe de ce statut de puissance de réglementation à puissance d'innovation. Et je pense que le réglementaire doit aussi aider à faire ça. C'est pas simplement un procédé de mise en conformité, mais c'est aussi comment est-ce qu'on incite pour que nos entreprises innovantes aient accès à un marché facilité. Et ça veut dire que pour ça, il faudrait quand même encore de nouvelles règles à instituer ou des normes de référence aujourd'hui encore dans le numérique? Je crois que la politique, et notamment au niveau européen, elle ne peut pas se résumer à des initiatives législatives et réglementaires. On peut faire de la politique autrement. Et la politique, aujourd'hui, si elle ne doit se résumer qu'à de l'inflation réglementaire, c'est plus de la politique.
Donc il ne faut pas laisser aux techniciens du droit le soin de gérer les enjeux politiques au niveau d'un continent comme le continent européen, qui, je le rappelle, c'est 30% du marché numérique mondial. Donc c'est une puissance de marché. Et ça, les politiques doivent s'en saisir et doivent comprendre qu'à travers cette puissance de marché de l'Union européenne, nous avons des choses à dire, nous avons des choses à imposer à nos compétiteurs, nous avons des choses à imposer en matière de maîtrise des dépendances technologiques, nous avons des choses à imposer en matière d'innovation. Et cette innovation, ça doit être une innovation non pas paillette, non pas qui sert les intérêts des investisseurs, mais ce sont des innovations qui servent les intérêts de la société et de son économie. On est dans les paillettes aujourd'hui, Henri, c'est ça ? D'une certaine manière, nous, on se méfie énormément de ces innovations qui ne servent pas le progrès. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avions organisé il y a un mois et demi les rencontres numériques de Strasbourg autour du thème. Et nous avons fait à Strasbourg, au sein du Parlement européen, pour signifier l'importance de l'Union européenne sur ces sujets. Le thème, c'était numérique, c'est quoi le progrès ? Le progrès, est-ce que le numérique est facteur de progrès pour l'humanité, pour la société et pour son économie ? Et c'est ça qui est important. Là où je rejoins complètement Henri, c'est qu'effectivement, on a un des plus gros marchés au monde, 450 millions de consommateurs. Le problème, c'est que ce marché est fragmenté en 27 États différents. Et donc, c'est très compliqué pour une entreprise de se sentir en fait européenne. On est avant tout sur un marché national. C'est très compliqué de grandir. Et donc, je suis tout à fait aussi alignée sur le fait que l'enjeu n'est pas que réglementaire. Je pense qu'il y a en fait un besoin d'une volonté véritablement politique de créer ce marché unique et de propulser l'innovation par le marché, à savoir à travers la commande et à travers le financement. Alors vous demandez même en fait qu'on puisse avoir un commissaire, donc c'est chez Numéum, un commissaire européen aux startups. Oui, effectivement. Je pense ce serait quoi son métier, lui, exactement ? On sait très bien, et c'est vrai que c'est un sujet qui finalement est assez transverse à toutes nos organisations. C'est l'innovation qui doit permettre à l'Europe, notamment, de faire la différence en matière de numérique. On le rappelle, comme le rappelait Maya, on doit passer effectivement à une logique d'Europe de l'innovation, pas de l'Europe de la réglementation. Et l'innovation, ça passe notamment, effectivement, je dirais, par les startups et par le lien, je pense, comme Maya l'a rappelé, entre la commande et les startups. Je pense qu'on est très bon. Qu'est-ce qu'il apportera un commissaire aux startups ? L'enjeu, c'est effectivement de pouvoir s'assurer que l'ensemble des conditions, et c'est pas uniquement un enjeu de financement, c'est un enjeu aussi de commande. Que demain, lorsque une administration européenne veut acheter un service, elle puisse aussi faire passer les startups. On a un vrai enjeu, c'est de pouvoir, sur l'ensemble des politiques, s'assurer que effectivement les startups sont traitées. On est finalement assez bon en Europe pour faire éclore les startups, peut-être pour les faire grandir, mais après, le marché, il est où ? Est-ce qu'il est dans 27 pays différents ? Est-ce qu'il est ailleurs ? C'est un enjeu, s'assurer que toutes les politiques sont revues à l'aune de cette exigence. Et comment est-ce qu'on évite l'effet paillette quand on s'intéresse aux startups de l'innovation ? Moi, je pense qu'il faut arrêter de mettre les startups à part et considérer ça comme un écosystème en vase clos. Pour moi, il faut intégrer, en fait. Et en fait, je pense que l'idée de commissaire est là, c'est de dire qu'il faut commander auprès des startups et surtout les intégrer à la chaîne de valeur globale. Et c'est ça qui nous manque en matière d'innovation. Aujourd'hui, c'est une vision qui ne prend pas en compte l'IA en tant que telle, en disant il y a des applications dans l'IA, mais quelle est la chaîne de valeur en fait derrière l'IA générative ? Et ça veut dire des matières premières, ça veut dire des réseaux, et tout ça doit être intégré et vu d'une manière plus globale en fait. Et comment est-ce qu'on fait pour avoir donc cette capacité comme on dit, de scaler, de grandir au sein du marché européen ? Parce que vous l'avez dit, c'est un marché hyper fragmenté. Alors certes, on a une monnaie commune, mais quelques grandes règles communes, mais c'est visiblement pas suffisant. C'est quoi l'étape d'après ? Il faut continuer l'harmonisation. Au même titre qu'on a réussi à harmoniser les systèmes d'enseignement pour pouvoir permettre l'Erasmus, il faudrait en fait aujourd'hui, aucune entreprise se crée avec un sentiment d'être une entreprise européenne. On se crée d'abord avec un statut national. En fait, il faudrait quasiment un 28e statut pour les entreprises qui souhaitent grandir très vite au sein de l'Europe et qui soient de facto des entreprises européennes, avec une harmonisation fiscale, une harmonisation par exemple pour les plans de BSPCE, donc de l'intéressement salarié. Parce qu'en fait, on en parlait tout à l'heure, les talents sont cruciaux pour pouvoir se développer, pour pouvoir continuer d'innover et scaler. Maintenant, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que les choses ont bien évolué, dans le bon sens. Moi, j'ai commencé ma carrière dans le recrutement il y a plus de 10 ans. C'était très compliqué de recruter des profils technologiques qui souvent partaient de l'autre côté de l'Atlantique. Et aujourd'hui, ils reviennent, ils se rendent compte qu'il se passe quelque chose en France, il se passe quelque chose en Europe. Maintenant, il faut quand même faire la concurrence par rapport, aux salaires qui sont proposés par d'autres acteurs. Donc, l'intéressement salarié est une bonne option. Maintenant, c'est très compliqué parce que si on doit le faire
en France c'est possible, mais on doit faire ça dans 27 pays différents avec des systèmes différents, pas du tout harmonisés. Ok. Ouais, vous voyez, il y a quand même, même cette notion de digital single market aujourd'hui, elle est encore complètement évanescente. Oui. Je prends plusieurs exemples. Par exemple, la transposition du RGPD. L'application Sur du la RGPD, protection des données personnelles. Ouais, sur la protection des données à caractère personnel, avait créé, et l'Irlande a été longtemps pointée du doigt, des concurrences entre les États membres sur la mise en œuvre de ces réglementations. Nice 2, ça va être la même chose. La mise en œuvre de l'AI Act, nous craignons qu'il y ait des pavillons de complaisance de la régulation de l'intelligence artificielle entre les États membres de l'Union européenne. Et donc, on voit bien que... pourtant, l'acte, il s'applique partout dans les États membres. Oui, sauf que la façon dont les régulateurs nationaux vont agir, elles sont différenciées. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a besoin d'effacer les frontières, d'effacer ces différentiels de mise en œuvre des régulations qui créent des concurrences intra-européennes qui sont délétères pour le développement des acteurs technologiques. Et c'est vrai dans plein de domaines, domaine fiscal, domaine du droit social, et ainsi de suite. Tous les droits aujourd'hui sont dans des postures de concurrence qui sont délétères pour créer véritablement les effets d'un marché unique européen pour le numérique. Ça a de l'écho, ça, quand vous en parlez aux politiques autour de vous ? Sur transposition, oui. Enfin, je pense que le fait qu'aujourd'hui on soit trop réglementé à la fois au niveau européen puis au niveau national, je pense que c'est compris. Et nous, ce sur quoi on doit jouer, c'est sur notre compétitivité. Et la réglementation, ça nous freine. Pas plus tard qu'hier, je parlais avec un entrepreneur dans la santé qui me disait que pour pouvoir accéder au marché européen, il a mis 2 ans et demi pour être en conformité. 8 mois aux États-Unis. Déjà, c'est une énorme barrière et forcément, ça pousse à aller de l'autre côté de l'Atlantique. Oui. Donc, il y a un véritable enjeu à simplifier pour un enjeu de compétitivité. Et derrière la compétition, il y a l'accès au marché avec la fameuse commande publique qu'on doit flécher vers des solutions françaises et européennes. Alors, pas que la commande publique. Et la commande privée aussi. Et la commande privée. Moi, je crois passons à vos demandes, justement, pro-business. Parce que j'ai fait un petit chapitre dédié à cette question. Allons-y, Henri. Pro-business. Une des propositions que nous faisons en tous les cas au CIREF, c'est de dire il faut passer d'une stratégie systématique de l'offre, de soutien à l'offre, à une stratégie de soutien de la demande. Parce que la plupart des startups, la plupart des PME technologiques et innovantes, ce dont elles ont besoin et ce qui les fait vivre, ce qui les fait grandir, ce n'est pas de l'investissement d'abord, c'est de la commande. Oui. Bien sûr qu'il y a besoin d'investissement, bien sûr qu'il y a besoin d'une politique d'investissement, mais c'est d'abord de la commande, et de la commande d'acteurs privés, parce que si on pense que c'est uniquement la commande publique qui va faire vivre un écosystème numérique, on se plante totalement. En France, par exemple, sur le cloud, la commande publique de l'État représente moins de 5% de la commande du marché du cloud. C'est pas avec ces 5% qu'on va faire grandir des acteurs nationaux. Mais comment on la suscite, la commande privée ? Par des politiques de la demande, c'est-à-dire financer la demande, par des incitations fiscales, par des incitations qui sont de nature réglementaire, par des incitations, par exemple, sur le suramortissement des investissements qui sont réalisés par la commande. Et là, il y a les poches des entreprises à faire pour faire grandir cette... Et je le dis d'autant plus que ce sont mes adhérents. Et donc, il faut aider mes adhérents à aller vers de la commande sur le marché numérique européen. Il faut vraiment Michel Combeau chez Numéum, parce que moi, ça m'intéressait aussi de votre proposition de réformer les politiques d'investissement. Oui, c'est ça. C'est qu'on a un vrai besoin de raisonner en matière de logique de filière. Et c'est-à-dire que quand vous avez un grand groupe, il doit entraîner derrière toute une filière. Et l'État, l'Europe, a un énorme, important, c'est de pouvoir aussi, via la recherche et développement, de pouvoir financer toute une filière. Quand demain, vous financez un programme de recherche et développement, on doit avoir un grand groupe, mais aussi derrière, tout un enjeu de filière, des startups aux PME. Les États-Unis, la Chine ont cette logique de filière. Vous avez des conglomérats qui arrivent à agréger l'ensemble de cette filière. Et on doit pouvoir penser filière numérique en Europe et l'investissement. Et quelles seraient ces grandes filières ? L'intelligence artificielle ? Oui, l'intelligence artificielle, la e-santé, la cybersécurité. Le cloud ? Exactement. Le cloud, surtout le cloud. De toute façon, et on peut se raconter ce qu'on veut sur l'intelligence artificielle ou le quantique, si on fait tourner ça sur les machines outre-Atlantique, on sera toujours dépendant. Et c'est eux qui capteront la valeur, in fine. C'est quasiment 80% des marchés de l'hébergement.
Et quand on finance une start-up aujourd'hui qui tourne dans le cloud et qui produit des services SaaS, on finance d'abord AWS ou Google Cloud ou Microsoft Azure. Et France Digital, vous parlez de la nécessité de réduire les risques justement liés aux investissements dans l'innovation. Oui, tout à fait. En fait, et je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'on doit avant tout driver la commande privée, mais pour dérisquer cette commande privée, il faut aussi une incitation publique. Et quelque part, le fait que le public montre l'exemple en faisant une commande publique fléchée vers des solutions innovantes made in France ou made in Europe, ça fera un effet de levier. Idem, je pense, pour l'investissement. Je pense que ce qui a permis déjà dans ces dernières années de faire grossir le montant investi, c'est notamment grâce au rôle de BPI en France. Oui. Il y a aussi l'initiative Tibi en France, qui était effectivement le fait d'aller chercher auprès d'investisseurs institutionnels une grosse somme d'argent à flécher dans le capital risque, ce qui a aussi fait effet de levier pour attirer d'autres capitaux. Et ça, ce qu'il faudrait, c'est le faire à l'échelle européenne. Réussir à quelque part intégrer le marché des capitaux européens pour que l'épargne soit fléchée en partie vers le capital risque, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et ça, pareil. C'est pour ça que vous demandez un vice-président au marché unique innovant. Tout à fait. Le marché unique, c'est à la fois le commissaire aux startups, on a le vice-président marché unique. Je pense qu'en fait, les deux se lient. Après, je pense que l'idée d'avoir un commissaire est toujours pour un peu mettre l'emphase sur quel est le besoin actuel. Et c'est vrai qu'en fait, ce qui nous manque, c'est un marché unique au niveau de l'Europe, à la fois pour les commandes, mais aussi en matière d'investissement. Vous voulez quelqu'un qui l'incarne. Puisque les capitaux sont pas intégrés. Aujourd'hui, on a une grosse part d'épargne en Europe qui n'est pas fléchée vers de l'innovation made in Europe. On achète des dettes à l'étranger. Enfin, il faut rationaliser tout ça et réussir à prendre cet argent-là et le mettre là où c'est efficace, à savoir dans l'investissement, dans l'innovation, pour qu'on devienne en fait, effectivement, cette Europe qui arrête de réguler, mais qui innove et qui est leader d'innovation avec des filières dans lesquelles on décide d'investir massivement et où on intègre tous les acteurs, de la start-up au grand groupe. Et alors aussi, oui, pardon. Et ça permet aussi d'attirer même les investissements en France et en Europe. Si demain l'Europe était vue comme une terre d'innovation, une terre où effectivement on peut grandir, trouver ses commandes, les investissements reviendront en Europe. Là, on le voit, quand on parle effectivement d'intelligence artificielle, les investissements majeurs ils se font ailleurs qu'en Europe. Et donc, si on veut attirer les gens aussi vers nous, pour pouvoir avoir l'ensemble des technologies à disposition, c'est grâce à ces politiques d'investissement qu'on y arrivera. Et encore, ce qui est important, c'est vraiment de coupler l'investissement avec la commande, et je pense que c'est crucial, parce que ce qu'on observe aussi aujourd'hui, depuis quelques années, c'est qu'on arrive à innover. On a quand même des formidables entreprises. Bien sûr. On a des prix Nobel. Enfin, aujourd'hui, on est leader en matière de quantique. Le problème qu'on va avoir, c'est qu'on va réussir à ne pas capter la valeur de ce marché-là, parce qu'on n'accompagnera pas... Attendez, la messe n'est pas dite. La messe n'est pas encore dite. Elle se dit très vite. Aujourd'hui, par exemple, s'il n'y a pas d'incitation des entreprises à se saisir du sujet de l'accélération quantique et de ce que le quantique, l'informatique quantique va apporter comme point de compétitivité à l'économie française et européenne, c'est d'autres qui vont capter cette valeur. Bien sûr. Le fait de développer des ordinateurs quantiques, c'est très bien, mais comment est-ce qu'on intègre ça dans l'économie réelle ? Alors, il y a effectivement soutenir l'innovation, permettre de faire émerger des jeunes entreprises innovantes, les soutenir, les faire grandir. Ce que dit le SIGREF aussi, c'est qu'il faut protéger nos entreprises des fonds étrangers. La captation par les fonds étrangers de nos pépites technologiques. Alors d'abord, on n'est pas le seul à le dire, nous sommes nombreux à le dire, et nous constatons que l'essentiel aujourd'hui de la valeur dans tous les domaines technologiques, progressivement file vers en ce moment vers les États-Unis, et en ce moment il y a même une accélération de ce phénomène. Et si on n'y prend pas garde... C'est-à-dire qu'il faut faire du protectionnisme. Il ne faut pas faire du protectionnisme. Je ne crois pas que ça soit le protectionnisme. Il faut mettre en place des règles extrêmement habiles. Il faut faire de la politique, vous voyez. Il faut faire de la politique. Mais personne n'en fait aujourd'hui. Sur le numérique, oui, c'est pas encore un sujet dont le politique s'empare suffisamment. J'ai plein d'exemples où en Europe, on refuse de faire de la politique, où on se contente d'appliquer des règles de droit. Mais c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que font les autres continents, les autres plaques géographiques. Elles font de la politique. Je prends 3 exemples. Un exemple, le UCS. Le schéma de certification des services cloud. Aujourd'hui, on refuse de faire de la politique et on se ramène à des règles de droit où chacun ergote sur ce que doit faire la Commission européenne. Ça, c'est votre interprétation. Peut-être que c'est de la politique, justement, de refuser de mettre une contrainte extraterritoriale. Le DMA, le Digital Market Act. Oui. Il y a 10 Digital Services. Il y en a 2 qui ne se sont pas vus attribuer des gatekeepers, où il n'y a pas eu de gatekeepers qui ont été désignés. Et notamment les cloud services. Dans un contexte où en Europe, 3 cloud providers
créant plus de 70% du marché, on n'a pas été capable de définir que ces 3 cloud providers sont des gatekeepers, des contrôleurs d'accès. C'est un scandale. Troisième exemple, Broadcom. Broadcom, qui est une société qui a racheté VMware, qui met en risque l'ensemble de l'économie européenne en préemptant 8 milliards d'euros sur la valeur créée par l'économie européenne, de manière totalement stérile, sans apporter un seul centime de compétitivité à l'économie européenne. Vous avez eu un retour sur l'affaire Broadcom ? Est-ce qu'on fait de la politique ? Non, actuellement, ce sont les techniciens du droit de la concurrence qui sont chargés de régler le problème. Ils ne le régleront pas. Parce que ce n'est pas du droit qu'il faut faire, c'est de la politique. Allez, et aujourd'hui, on ne fait pas de politique. On enchaîne parce que nous, on en fait. On enchaîne avec cette question de l'enjeu des formations dans le numérique. Là encore, chez Numéum, vous faites une proposition sur les talents. Vous dites qu'il faut absolument qu'on trouve les moyens d'attirer les talents internationaux. Oui, avec quels moyens ? L'enjeu, c'est effectivement leur donner, et tout est lié. Si demain, vous avez une politique d'investissement, si demain, un chercheur brillant se dit « je vais venir en Europe parce que je sais que j'aurai accès à des fonds pour faire de la recherche de pointe et développer les nouveaux services », là, nous aurons gagné. Il faut à la fois attirer les talents, bien entendu, étrangers, conserver nos talents, je dirais, en matière de recherche et d'innovation, pour pouvoir, en tout cas, qu'ils puissent considérer l'Europe comme une terre d'innovation et une terre de développement. C'est pas le cas aujourd'hui. Et c'est bien l'enjeu, c'est que demain... Quand même. J'irai tout est lié. L'image de l'Europe a un peu changé ces dernières années. L'image a complètement changé, et je pense avec la France en tête de file. Oui. Et comme je le disais, moi, de mon expérience, il y a quelques années... tous les jeunes diplômés d'écoles d'ingénieurs en computer science rêvaient de partir aux États-Unis, dans la Silicon Valley. Aujourd'hui, ils se disent qu'il y a quelque chose à faire en Europe. Donc déjà, le premier point qui est quand même hyper important, c'est qu'on est capable de former d'excellents talents. Après, ce qui est certain, c'est que les compétences évoluent très vite et qu'il faut qu'il y ait un relais du privé pour pouvoir former les bonnes personnes. Je prends le cas d'un Vercors qui a décidé de monter son école de la batterie parce que c'est des besoins qui sont très spécifiques. Et je trouve ça super parce qu'en fait, on ne peut pas avoir une formation initiale qui couvre tous les besoins, il faut être capable de s'adapter. Donc ça, c'est la première évolution. Et ça, je pense que c'est pas que de la politique, c'est des décisions qui sont aussi dans le privé de former en tant qu'entreprise. Donc ça, c'est le premier point. Donc on a des super talents qu'on est capable de former ici. Maintenant, il faut les retenir. Exactement. Donc, il y a un sujet de rétention, dont je parlais notamment du plan d'actionnariat salarié avec des BSPC qu'on pourrait étendre au niveau européen pour garder des talents en Europe. Si ce n'est pas en France, au moins en Europe, leur permettre de bouger et de constituer ce fameux marché unique. Et après, je pense qu'il y a aussi le sujet effectivement de la politique d'attractivité internationale, parce qu'il ne faut pas oublier qu'aux États-Unis, dans la Silicon Valley, je crois qu'ils sont sur un taux d'immigration des salariés dans la tech de l'ordre de 60%. Et c'est eux qui créent des innovations là-bas. Donc c'est quand même un non-sens. On les forme ici, ils partent là-bas et ils continuent d'innover là-bas. Donc il faut qu'effectivement on soit capable de les... C'est compliqué aujourd'hui de recruter des profils internationaux quand on est en France ou en Europe ? Il y a la guerre financière quand même. La guerre des talents, la guerre fiscale aussi, et la guerre aussi même d'accès aux fonds. C'est-à-dire demain, vous avez dans Silicon Valley, pour pouvoir avoir accès à des fonds pour la recherche et l'innovation, vous avez les grandes universités, vous avez effectivement les grandes entreprises. Donc, on peut essayer de faire de la politique, c'est sûrement très important, mais il faut aussi balayer devant notre porte et s'assurer derrière qu'on ait ces fonds. C'est toute une chaîne de valeur, c'est l'investissement, c'est la recherche et développement pour que demain, un talent qu'on a formé, qu'on est capable peut-être au moins dans une start-up conservée, qu'ils se disent si demain je veux développer une nouvelle start-up, je veux développer un nouveau programme, je dois et je peux le faire en Europe. Et que si demain j'ai un grand chercheur qui vient effectivement d'Inde ou des États-Unis se dit en Europe c'est une terre d'innovation, c'est une terre aussi où il y a accès à des financements. Et là, on aura réussi notre pari. Et alors, au-delà de ça, vous dites qu'il faut simplifier l'embauche. On pourrait imaginer un CPF européen pour l'accès à la formation, créer un passeport européen des compétences. Oui, exactement, parce que l'enjeu, c'est de s'assurer d'arriver à une unicité. On parlait effectivement de ce 28e pays au niveau européen. C'est qu'une compétence qui est acquise dans un pays, elle doit pouvoir être reconnue dans l'ensemble des pays. Et que demain, si je veux me former, que ce soit en Allemagne, en France ou en Espagne, que tous, ces certifications puissent être effectivement contenues dans un schéma unique. On doit pouvoir, il faut de façon raisonnée à l'échelon européen pour pouvoir en fait conserver et attirer aussi les meilleurs talents de la planète. Et aujourd'hui, du côté des visas, c'est compliqué quand on veut recruter justement un profil non national, non européen. En vrai, on a pris de l'avance quand même en France avec le visa French Tech. Moi, c'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup milité en tant qu'entrepreneur à l'époque, il y a quelques années. Et donc, ça consiste en quoi donc, le visa French Tech, c'est une procédure accélérée quand on a besoin de recruter un talent qui est en tension en France, notamment des profils de développeurs souvent. Il n'y en a pas assez. Et donc,
quand on en trouve un à l'étranger, il a une procédure accélérée qui permet d'avoir un visa beaucoup plus rapidement. Et ça, c'est utilisé par la quasi-totalité des membres de France Digital, donc quasiment la totalité des startups. Oui. Maintenant, le problème, c'est que quand vous recrutez un profil en France. Nous, ce qu'on aimerait, c'est un visa européen. En fait, c'est vraiment faciliter cette mobilité parce qu'effectivement, comme le disait Michel, si on veut attirer des talents du monde entier, il faut leur vendre l'Europe, pas simplement la France comme marché. Et donc, il faut être capable aussi de bouger, donc avoir un visa French. Pas French, européenne. C'est ce que j'allais dire pour sortir de la French, là. Excusez-moi. Allez, on termine avec l'environnement. Alors, sur l'environnement, donc la question d'un numérique responsable qui prend en considération son empreinte environnementale, est-ce qu'aujourd'hui, il vous semble qu'il nous manque justement des normes, peut-être, des règles, ou est-ce que là aussi, on en a assez? Henri. Oui, alors... nous proposons, et c'est notamment quelque chose sur lequel nous travaillons avec nos associations partenaires en Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique, et donc au niveau européen, nous proposons... Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que l'Europe, finalement, ne produit que très très peu de hardware. Nous proposons qu'il y ait des... Et ça représente quand même 30% du marché mondial, hein, l'Europe. Donc personne ne pourra dire, finalement, les règles en Europe, ça ne m'intéresse pas. Nous proposons qu'il y ait un développement avec des paliers successifs, avec des seuils d'obligation croissants jusqu'en 2030, 2040, qui permettent d'introduire des normes sur la durabilité des équipements. Alors ça commence à venir, hein, il y a déjà des réglementations qui viennent, sur la réparabilité des équipements, mais surtout sur la recyclabilité. Et là, c'est là où il y aura le plus, hein, sur la recyclabilité des composants de matière compris dans le hardware. C'est là où il y aura le plus d'effet, parce qu'il faut savoir globalement, l'empreinte environnementale du numérique, 70%, c'est dans la fabrication du hardware. 70%. Vous parlez aussi d'une norme d'éco-conception logicielle, pour les logiciels. Alors pourquoi ? C'est pour que les logiciels ne provoquent pas sur le matériel de l'obsolescence artificielle, comme le fait régulièrement Microsoft. Par exemple, le passage de Windows 10 à Windows 11, ça va provoquer la mise au rebut de millions d'ordinateurs à travers la planète. Eh ben, Maya et Michel, vous avez 1 minute pour me donner une idée pour avancer sur ce sujet de l'empreinte environnementale du numérique. On a besoin pour grandir, c'est de talents, de fonds, de capitaux et de commandes. Et en fait, on peut tout à fait inclure des critères d'environnement, de responsabilité sociale des entreprises pour justement pouvoir flécher la commande et flécher les investissements vers ces acteurs-là. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a un terreau d'acteurs dans l'innovation, dans effectivement l'économie circulaire, dans l'industrie, on a des acteurs de la décarbonation incroyables. Il faut que les investissements et les commandes soient fléchés vers eux. Oui, c'est l'environnement et le numérique, c'est le jeu collectif, c'est l'exemplarité du numérique au service de l'environnement, c'est la transparence. Hein, la CSRD va aider aussi les gens à comprendre leur impact. Et c'est collectivement qu'on va arriver à trouver les solutions. C'est un enjeu sociétal, un enjeu économique, et ce qui doit permettre, je dirais, d'avancer collectivement. Merci beaucoup Michel Combeau pour Numéum, Henri Dagrin pour Le Sigref et Maya Noël pour France Digital. J'espère que les eurodéputés candidats nous auront écoutés. Merci. Merci beaucoup.